s'apaga el farol. Bonjour à tous, merci d'être venus aujourd'hui. Donc comme tu le disais, moi je suis membre des Amis de la Terre, j'imagine que certains d'entre vous connaissent bien cette organisation. Juste pour vous rappeler quelques éléments, donc les Amis de la Terre, c'est une association écologiste qui a été fondée en 1970 en France. C'est l'une des premières associations à militer sur les questions d'écologie et d'écologie politique, avec avant tout le combat contre le combat anti-nucléaire, qui était le premier de nos combats. Et puis après, on s'est élargi à tout un tas d'autres thématiques, avec la question de l'énergie qui est quand même assez centrale dans nos combats, et également à travers cette question de l'énergie, la question de la responsabilité des acteurs financiers, que ce soit les multinationales, que ce soit les banques publiques et privées, donc les banques privées, donc celles que l'on côtoie au quotidien, les banques publiques, la Banque européenne d'investissement, la Banque mondiale, le FMI qui n'est pas vraiment une banque et que l'on peut placer également dans ce domaine-là. Voilà, donc à notre niveau, nous travaillons sur la question des gaz et huiles de schiste depuis l'année 2010, c'est vraiment l'année où ce débat a commencé à émerger en France, suite aux déjà quelques années d'exploitation qui ont eu lieu aux États-Unis et au Canada, qui étaient les premières régions mondiales concernées par ces exploitations. Donc voilà, le gaz de schiste, gaz et huile de schiste, c'est vrai qu'on entend beaucoup parler depuis quelques années. Il y a eu des périodes fastes, notamment au moment de l'année 2011, où il y a eu énormément de débats, énormément de mobilisation citoyenne sur cette thématique-là. Beaucoup aussi d'enjeux politiques qui ont émergé de ces débats-là. Le dossier a quelque peu disparu pendant quelques temps, mais il reste toujours présent. Et les débats politiques de ces dernières semaines le rappellent encore, avec tous les débats sur la loi de transition énergétique et de croissance verte, qui s'appelle désormais comme cela. La question des gaz de schiste n'est jamais pointée directement du doigt, mais est toujours présente dans les esprits, et ça restera un des enjeux forts sur les prochaines années, notamment avec la question du changement climatique en point de mire, et la France qui accueille la conférence des parties, la COP21, donc la conférence des Nations Unies sur le climat, qui aura lieu au mois de décembre 2015 à Paris. Donc pour faire un petit retour historique, donc comme je le disais, le gros du débat en France sur les gaz et huiles de schiste a commencé en 2010-2011. En fait, dans le courant de l'année 2010, à l'époque où Jean-Louis Borloo était ministre de l'Environnement, il a pris d'une centaine de permis d'exploration de gaz et huiles de schiste, d'hydrocarbures, mais donc du coup de gaz et huiles de schiste, qui ont été délivrés un peu partout en France. Principalement dans le sud-est de la France pour les gaz de schiste, et dans le bassin parisien pour le pétrole de schiste, l'huile de schiste. Au final, on verra que c'est des enjeux qui sont extrêmement liés et avec les mêmes problématiques. Voilà, donc ces permis ont été délivrés dans le courant de l'année 2010, et ce qui est assez impressionnant et même choquant, c'est que ces permis ont été délivrés sans qu'il n'y ait à aucun moment de consultation, information et consultation du public, des citoyens, des collectivités locales, des associations environnementales et autres associations au niveau local. C'est-à-dire que les élus locaux, les citoyens, ont découvert que bientôt des multinationales viendraient au fond de leur jardin, dans le jardin de leurs voisins, un peu plus loin, creuser des puits pour extraire quelque chose dont on n'avait jamais entendu parler, des gaz et huiles de schiste. Ça semblait très lointain, très abstrait à cette époque-là. Voilà, donc ces permis ont été délivrés en totale opacité. Ça a été vraiment un énorme scandale, puisque les personnes premièrement concernées par le développement d'un territoire, c'est bien les personnes qui vivent sur ces territoires, qui les animent, qui les font vivre au quotidien, et donc il n'y a eu absolument aucune information, consultation de ce public à ce moment-là. Alors pour expliquer très rapidement la différence entre les gaz et huiles de schiste et ce qu'on peut appeler les gaz et pétroles non conventionnels, pour les deux, ce sont des hydrocarbures, donc des hydrocarbures fossiles, avec l'impact climat que l'on connaît et sur lequel on reviendra. Mais il y a vraiment une différence fondamentale en termes de géologie. Alors, je ne suis absolument pas spécialiste de géologie, et j'espère ne pas dire trop de bêtises qui choqueront ceux qui s'y connaissent beaucoup mieux. Mais en gros, ce que l'on peut voir schématiquement, c'est que pour ce qui est de gaz et pétrole conventionnel, qui est exploité depuis la révolution industrielle un peu partout dans le monde, c'est des forages qui sont assez simples, j'ai envie de dire. C'est des profondeurs déjà qui sont raisonnables. On y reviendra tout à l'heure, mais sur les gaz et huiles de schiste, on parle de plus de 3000 mètres de profondeur. Pour ce qu'on appelle les conventionnels, c'est des profondeurs beaucoup plus raisonnables, et donc techniquement aussi un peu plus simples. Et surtout, après, c'est en termes de géologie, c'est-à-dire que pour les gaz et pétroles conventionnels, les hydrocarbures, donc les molécules que l'on compte exploiter, forment des grandes poches compactes
Et en gros, schématiquement, il suffit de faire un trou, un forage vertical, de pomper et de faire remonter la matière, le gaz ou le pétrole à la surface. Donc c'est quelque chose qui est assez simple, ça n'empêche pas des énormes difficultés, des énormes catastrophes un peu partout dans le monde, ce qui se passe au Nigeria, ce qui se passe... et les plateformes en mer. Alors sur les plateformes en mer, on est entre conventionnel et non conventionnel. Mais en tout cas, voilà, on essaie de nous dire que c'est des méthodes qui sont totalement maîtrisées. Bon, il y a quand même des exceptions et quand même des multinationales hooligans qui continuent de faire un peu n'importe quoi un peu partout. Pour les gaz et huiles de schiste, comme je le disais, la situation est vraiment différente, puisque là, ce sont des substances qui sont contenues dans le sous-sol à une très grande profondeur, 3000 mètres de profondeur, voire bien plus. Et surtout, comme je disais, c'est la structure de la roche qui est vraiment différente, puisque là, les hydrocarbures, les molécules de gaz et de pétrole sont disséminées dans la roche, dans une multitude de petites poches qui ne sont pas connectées entre elles. Et du coup, on ne peut pas faire un simple forage vertical et le faire remonter. Il faut utiliser d'autres techniques, et on va y venir sur la question de la fracturation hydraulique. Et du coup, cette poche, comme je disais, cette roche est très peu perméable, et donc les techniques classiques, on va dire, ne sont pas utilisables en la matière. On en vient donc à la question de la fracturation hydraulique. J'imagine que vous en avez déjà entendu parler. Fracturation hydraulique, ça peut paraître sympa. Fracturation, ça le paraît déjà un peu moins. Et on comprend mieux en se penchant un peu sur le problème, quelle est la difficulté et les risques de cette technique. Donc la fracturation hydraulique est utilisée pour l'exploitation des gaz et huiles de schiste un peu partout, et également utilisée pour réactiver des anciens puits, des vieux puits de forage de pétrole ou de gaz, pour les réactiver une fois que ces puits arrivent en fin de vie, on va dire. On peut utiliser la fracturation hydraulique pour les relancer, on va dire. Mais c'est principalement pour les gaz et huiles de schiste que cette technique est utilisée. Comme je le disais, étant donné que les molécules de gaz et de pétrole sont disséminées un peu partout dans la roche, le simple forage vertical ne suffit pas. Il faut donc arriver à connecter toutes ces petites poches de gaz et de pétrole pour pouvoir faire remonter tout cela vers la surface. Le principe de la fracturation hydraulique, c'est de faire dans un premier temps un forage vertical, donc on descend dans le sol, à 3000 mètres de profondeur, voire plus, comme je le disais, et ensuite de faire toute une multitude de forages horizontaux, disséminés un peu partout dans la roche, en fracturant la roche, pour créer justement des conduites qui vont permettre de connecter toutes ces petites poches de gaz et de pétrole pour pouvoir faire remonter toute la matière à la surface. Et ça ne peut pas se faire avec une technique simple. On ne peut pas faire simplement des carottages, descendre un tuyau et remonter la substance. Pour faire cette fracturation hydraulique, il y a une espèce de cocktail qui a été mijoté par les industriels depuis une bonne dizaine d'années. Et d'ailleurs, cocktail dont la recette reste assez cachée et préservée, bien évidemment, ce qui pose des problèmes de transparence et d'études aussi environnementales et sanitaires. Donc dans ce cocktail de fracturation, on sait quand même un peu ce qu'il y a. Il y a du sable, le sable qui permet de maintenir les fractures dont je parlais, de maintenir ces fractures ouvertes et donc de fluidifier le tout. Il y a de l'eau en immense quantité. On parle de 15 millions de litres d'eau par fracturation hydraulique, sachant que chaque puits peut être foré jusqu'à 18-20 fois. Et que par exemple aux États-Unis, en 8 ans, il y a 500 000 puits qui ont été forés. Donc 500 000 puits fois 18 fracturations fois 15 millions de litres d'eau. Donc on imagine la quantité d'eau absolument phénoménale qui doit être utilisée pour extraire ces hydrocarbures. Et l'autre problème également de ce cocktail, c'est qu'il y a tout un ensemble de produits chimiques qui sont injectés dans le sous-sol. Voilà, on a toutes les peines du monde à savoir ce qui est véritablement injecté dedans. Ce qui est certain, c'est que c'est des produits extrêmement dangereux, et certains sont même classés par l'OMS, par l'Organisation mondiale de la santé, comme des produits cancérigènes. Alors tout dépend de la quantité, etc. Mais en tout cas, on voit que c'est pas anodin ce qui est injecté dans notre sous-sol ou ce que les industriels souhaitent injecter dans notre sous-sol pour aller extraire ces ressources. Donc il y a vraiment un énorme problème à ce niveau-là. Bien évidemment, cela cause des impacts environnementaux. Je parlais tout à l'heure de la question de l'eau. Donc, bien évidemment, ça crée un stress hydrique monstrueux pour des territoires. Il n'y a pas un été sans que la France soit en stress hydrique. Et bien évidemment, ça a des impacts sur l'agriculture. Et on en arrive à des aberrations comme vouloir construire des barrages pour faire de l'irrigation. On voit ce qui se passe à Sivins en ce moment et ça se passe absolument regrettable. Voilà, bien évidemment, après de la pollution des sols, à la fois en surface, puisque le cocktail chimique qui est injecté dans le sol, il y a 50% qui est remonté à la surface avec les gaz et le pétrole, qui est ensuite traité. Et ensuite, cette eau, qui est donc contaminée avec tous les produits chimiques, la plupart du temps est stockée dans des bassins de décantation en plein air. Si certains ont vu le documentaire Gazland, on le voit bien dedans. Donc c'est des immenses étendues d'eau, alors qu'ils sont censés être bâchés au sol. Mais bon, on n'est jamais à l'abri de fuite et de retour de ce cocktail dans le sous-sol. Et puis surtout aussi, il y a la question de l'évaporation, et donc des particules
particules fines qui s'évaporent de ce liquide de décantation et qui est valable dans l'atmosphère, qui est à la fois respiré par nous, par toute l'agriculture, donc qui se redépose sur les cultures et les animaux bien évidemment, donc un impact assez important. Et également la question de la contamination du sous-sol, puisque si 50% du cocktail remonte à la surface, les 50% autres restent dans le sous-sol. Et là, il est très difficile de savoir ce qui s'y passe à 3000 mètres de profondeur. On a du mal à lancer notre œil pour voir ce qui se passe véritablement là-bas. Et voilà, 3000 mètres de profondeur, c'est en dessous des aquifères, ou en tout cas à proximité des aquifères, et donc il peut y avoir également des risques de fuite et de contamination de l'eau et des nappes phréatiques. Voilà, donc un énorme problème, et juste pour l'anecdote, en avril dernier, il y a un tribunal texan qui a accordé 3 millions de dollars de dommages et intérêts à une famille qui vivait à proximité de puits de forage. Donc on voit qu'il y a déjà quand même des choses qui commencent à se créer, des retours juridiques, des condamnations juridiques pour ces multinationales qui attestent de la dangerosité de cette technique de fracturation hydraulique. Voilà, alors du coup, pour revenir un peu sur le contexte français, parce que c'est ce qui va nous intéresser, en France, comme je le disais, donc les permis ont été délivrés au cours de l'année 2010, comme je le disais, dans la plus grande opacité, personne n'était au courant de ces débats-là, de ces projets-là, et de surtout ce qui était derrière, et de ce qu'étaient les gaz et huiles de schiste. J'ai envie de dire, entre guillemets, qu'on a presque profité du retour d'expérience de ce qui se passait déjà aux États-Unis et au Canada, puisque pour la réalité de l'exploitation des gaz et huiles de schiste, c'est une réalité depuis déjà près d'une dizaine d'années. Donc on a déjà un certain nombre d'éléments sur ce qui se passe véritablement là-bas, et la condamnation de l'entreprise dont je parlais est un des éléments intéressants. Donc une fois que les citoyens, les élus locaux, les associations ont pris connaissance de ces projets-là, il y a tout un travail qui a été mené pour déjà s'informer, essayer de comprendre ce que c'était que ces gaz et huiles de schiste et voir ce qui allait nous arriver. Donc il y a eu un travail absolument monstrueux qui a été fait un peu partout sur le territoire par des gens, soit des gens qui étaient déjà très investis sur les questions environnementales, soit des gens qui s'intéressaient et qui s'inquiétaient pour le développement de leur territoire, soit des gens aussi qui étaient déjà avertis par ce qui se passait aux États-Unis et au Canada. Et du coup, il y a tout un réseau de collectifs citoyens qui s'est monté un peu partout en France. On a compté près de 300 à certains moments, c'était absolument fabuleux et une émulation vraiment intéressante. Et donc il y a tout un travail de recherche, d'analyse, de compréhension qui a été mené pour essayer de savoir voilà, qu'est-ce que c'était concrètement que ces gaz et huiles de schiste. De ça a abouti donc à la création de ces collectifs et bien évidemment une énorme mobilisation citoyenne avec des manifestations du côté de l'Ardèche. Voilà. Dans le sud-est, oui, tout à fait. Donc ça a été vraiment des moments absolument fabuleux, où il y avait plein de thématiques, de questionnements qui se rencontraient, mais comme on va pouvoir le faire tout à l'heure, j'espère si les amis de la Confédération arrivent, sur quel modèle énergétique, pour quel choix de société, comment pallier à ces énergies fossiles, comment aller plus loin que ça. Donc vraiment une vraie émulation qui s'est créée. Et donc comme je le disais, voilà une grosse mobilisation citoyenne. Et à partir de ce moment-là, bien évidemment, les élus politiques se sont intéressés à la question. Alors pas forcément dans un souci de préservation, de protection de l'environnement, je pense plutôt dans un souci de réaction populaire et électorale. On était en 2011, dans le courant de l'année 2011, les élections présidentielles de 2012 arrivaient très rapidement, et du coup c'était assez intéressant parce qu'à l'époque, il y a, en l'espace d'une semaine, il y a l'UMP, le PS, et je ne sais plus, et une autre formation politique. En gros, il y a 5 propositions de loi, enfin propositions ou projets de loi qui ont été déposés en une semaine, et 5 projets de loi, propositions de loi qui étaient quasi mot pour mot la même chose. Donc il y a vraiment une espèce de reprise du politique sur ces mobilisations citoyennes qui a été réalisée. Et donc tout cela a abouti, après de nombreux débats parlementaires, au vote d'une loi en juillet 2011, une loi qui est censée interdire, je mets bien avec des énormes guillemets ce mot d'interdire, l'utilisation de la fracturation hydraulique en France. Et l'idée c'était vraiment de dire dormez bien gentil peuple, ne vous inquiétez pas, nous sommes là, nous prenons soin de vos territoires et tout ira bien. Quand on décortique un peu cette loi, quand on regarde un peu ce qu'il y a derrière, on voit que cette loi, si elle a permis, il faut quand même le reconnaître, de bloquer pendant un certain temps les industriels, et si aujourd'hui les industriels ne sont pas en train de forer déjà nos territoires, c'est en partie grâce à cette loi, aux mobilisations citoyennes et à cette loi, mais cette loi reste très largement insuffisante, et surtout elle reste très instable juridiquement, et surtout pour l'avenir. Si on la décortique un peu, on voit que cette loi interdit, comme je vais revenir après, la fracturation hydraulique, mais ce qui est assez fou, assez étonnant, c'est qu'à aucun moment il y a une définition de la fracturation hydraulique qui est posée dans cette loi. Donc on interdit quelque chose sans dire ce que c'est. Bien évidemment, du coup, cela laisse
quand même une certaine latitude pour les industriels pour entretenir un flou. Et on l'a vu très rapidement, après le vote de cette loi, donc qui interdisait la fracturation hydraulique, il y a tout un jeu sémantique qui a commencé à être mené par les industriels. Et tout à coup, le mot de fracturation hydraulique a complètement disparu et on nous parlait de stimulation de la roche. Bon, voilà, bien évidemment, sans définir ce que c'était, parce que voilà, en posant des définitions, forcément, on s'expose au remontrable. Donc voilà, donc il y a tout un jeu qui a été mené, et donc, comme je disais, cette loi qui reste extrêmement imprécise et qui devrait aller beaucoup plus loin, en tout cas être précisée sur ce point-là. Cette loi également, elle autorise des expérimentations scientifiques, alors qui sont censées être encadrées par les pouvoirs publics, avec un rapport qui doit être fait au Parlement français tous les ans, mais en tout cas on voit que la porte n'est pas définitivement fermée à cette exploitation du gaz et l'huile de schiste, et encore moins à cette question de la fracturation hydraulique, parce qu'on envisage déjà l'idée de soit améliorer la fracturation hydraulique, soit de trouver d'autres techniques qui seraient alternatives ou un tout petit peu alternatives pour aller exploiter un peu plus proprement ces hydrocarbures fossiles. L'idée, c'est vraiment de rendre l'exploitation acceptable, on parle ici d'acceptabilité sociale, et de cacher derrière des beaux mots et des jolies prescriptions environnementales un même problème qui est, au final, in fine, l'exploitation d'hydrocarbures fossiles sur notre territoire. Voilà, donc cette loi, elle répond absolument pas au problème. Comme je l'ai dit, elle n'interdit pas véritablement la fracturation hydraulique, qui est la seule technique aujourd'hui existante en matière d'extraction, mais dont on connaît les impacts aujourd'hui. Donc elle n'interdit pas véritablement, puisqu'elle permet encore des expérimentations. Et surtout, comme le dit Daniel, elle ne répond absolument pas à l'enjeu qui est le nôtre aujourd'hui, qui est la question du changement climatique. Parce que si la fracturation hydraulique est un problème en termes de pollution locale, j'ai envie de dire que c'est presque un symptôme d'un mal qui est bien plus grand, qui est le réchauffement climatique. Aujourd'hui, les gaz et l'huile de schiste, enfin, aujourd'hui et demain et avant, ce sont des hydrocarbures fossiles, donc qui dit fossile dit forcément émission de gaz à effet de serre. L'impact climatique des gaz et l'huile de schiste est absolument considérable. On essaie souvent de faire la parallèle entre les gaz et pétrole conventionnels, les gaz et pétrole non conventionnels, le charbon, pour essayer de voir comment on peut dépatouiller tout ça. La question, elle n'est même pas là. La question, c'est qu'il y a une telle urgence qu'on n'a pas à choisir entre tel hydrocarbure ou tel hydrocarbure, tel fossile. La question, c'est qu'il faut simplement passer à une société post-fossile, post-carbone, et commencer dès aujourd'hui, et avec déjà beaucoup de retard, à amorcer cette transition environnementale et sociale. Quelques chiffres sur le gaz et l'huile de schiste. Donc le gaz de schiste, c'est principalement du méthane. Voilà. Alors je ne suis absolument pas physicien non plus, j'espère. Voilà, si certains veulent me corriger, qu'ils n'hésitent pas. Voilà. Et donc il faut savoir que le méthane, c'est un pouvoir réchauffant bien plus important que le CO2. Ça reste beaucoup plus longtemps dans l'atmosphère que le CO2. Quelques chiffres, le pouvoir réchauffant du méthane par rapport au CO2, donc c'est 60 fois plus important que le CO2 sur 20 ans et 20 fois plus important que le CO2 sur 100 ans. Vu l'urgence de notre situation, on va plutôt tabler sur les scénarios sur 20 ans, qui sont les scénarios dans lesquels on doit passer à l'après-fossile. On voit que l'exploitation des gaz et l'huile de schiste est extrêmement dommageable à l'environnement et c'est absolument pas une solution à la transition énergétique telle qu'on essaie de nous la vendre. Tu parles du méthane quand il est brûlé ou s'il s'échappe comme ça? Il s'échappe comme ça. Alors, c'est l'une des grosses difficultés des... C'est gaz naturel, le méthane, c'est la même chose. Oui, mais en fait, il y a une grande partie qui s'échappe. Alors, ça dépend, il y a des grands chiffres, il y a des différentes études, forcément, soit quand elles sont avancées par les industriels, soit par des organismes officiels de préservation de l'environnement, soit par des associations environnementales. Mais en gros, les chiffres qui sortent, c'est que entre 4 et 6% du méthane qui est extrait part directement dans l'atmosphère et est perdu. Donc c'est quand même un impact assez considérable à ce moment-là. Et puis dans tous les cas, en termes d'utilisation après, c'est des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises. Voilà, donc en gros, ça c'est toujours pareil selon les études, on pourrait tabler sur les émissions de gaz à effet de serre dues au gaz et l'huile de schiste seraient supérieures entre 40 et 60% à celles du gaz conventionnel, et pour les émissions de gaz à effet de serre dues au pétrole de schiste, aux huiles de schiste, on l'appelle un peu comme on veut, ce serait 5 fois supérieur au pétrole conventionnel, donc des impacts considérables. Comme on le disait, l'urgence climatique est là. Aujourd'hui, si on souhaite rester en dessous des 2 degrés de réchauffement climatique global d'ici 2050, c'est un des objectifs qui sera très difficile à atteindre, mais qui serait déjà si on se limite à ces 2 degrés, ce
serait déjà une grande victoire. Donc si on veut limiter ces 2 degrés, on ne peut extraire qu'un quart des réserves prouvées de pétrole, enfin de ressources fossiles conventionnelles qui existent dans le sol, donc du gaz, du pétrole ou du charbon. Et donc du coup, à partir de là, l'exploitation des gaz et huiles de schiste en France ou ailleurs est totalement inconcevable si on veut répondre à cet enjeu climatique. Donc on a un peu tendance de dire qu'avec les gaz et le pétrole de schiste, l'idée c'est d'aller forer toujours plus loin, toujours plus en profondeur, et surtout toujours plus sale en termes de pollution locale et en termes d'émissions de gaz à effet de serre et d'impact climatique. Ce qui est intéressant de voir là, c'est qu'on a souvent le débat sur la question du pic pétrolier. Quand est-ce qu'il va arriver? Est-ce qu'il est déjà arrivé? C'est pour quand? Etc. À partir de quand en gros la production commencera à passer en dessous de nos consommations de pétrole et d'hydrocarbures. La question à la limite elle n'est même pas là. Comme on le dit, l'urgence climatique est là, elle est plus que là. Les impacts sont déjà présents surtout dans les pays du Sud et on commence à les voir bien évidemment chez nous aussi. Et du coup, le constat, il est là, c'est qu'on n'est absolument pas face à une question de pénurie de pétrole, on est vraiment face à un trop-plein de pétrole. Et aujourd'hui, c'est vraiment cette transition-là qu'il faut qu'on arrive à mener pour ne pas faire des arbitrages entre fossiles, des arbitrages entre hydrocarbures, s'il faut construire cette société post-pétrole. Juste un petit point pour revenir sur avant de passer sur la question du code minier, pour revenir sur cette proposition de loi, et pour remettre un peu en perspective avec les débats qui se font actuellement au niveau politique. Il faut savoir que la loi a été votée en juillet 2011, cette fameuse loi qui interdit, je dis toujours avec des guillemets, l'utilisation de la fracturation hydraulique. Il faut savoir dans ce même mois de juillet 2011, peut-être 2 semaines après le vote de la loi, le Parti Socialiste avait représenté une nouvelle proposition de loi. Alors à l'époque, le Parti Socialiste n'était pas à la présidence de la République, était dans l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Et c'est intéressant de voir ce qu'il y avait véritablement dans cette proposition de loi. Cette proposition de loi, elle disait que, en gros, arbitrer entre les techniques d'extraction des gaz de schiste, la question n'était pas là. Ce qu'il fallait prendre comme position centrale sur cette question des gaz de schiste, c'était la question du changement climatique. Et donc c'était très clairement écrit que cette proposition de loi, le Parti Socialiste, proposait à l'époque d'interdire l'exploration et exploitation de gaz et huiles de schiste en France, quelle que soit la technique. Donc fracturation hydraulique, autre méthode, à la limite on s'en fiche, l'idée c'est d'interdire cela parce que c'est un contresens historique en termes de lutte contre le changement climatique. Donc c'était des positions qui étaient intéressantes, qui étaient rejointes par pas mal d'associations environnementales. Cette proposition de loi a été signée par tous ceux qui sont ministres aujourd'hui ou président de la République, donc François Hollande, Moscovici, tous les ministres de l'environnement qui sont passés depuis 2012, Laurent Fabius, etc. Tous étaient signataires de cette proposition de loi et on voit qu'aujourd'hui le débat et leurs positions sont très éloignés de ce positionnement-là. On est dans une position qui est la même que l'UMP à l'époque, qui est on attend, parce que ça risque de grogner sinon sur les territoires, et puis on va voir, on va essayer de faire des choses mieux, en tout cas de vous vendre des choses un peu meilleures en termes d'impact environnemental, mais en tous les cas, on ne ferme pas la porte définitivement à cette exploitation de gaz et huiles de schiste, et ça va être un des grands enjeux de la COP21 à Paris au mois de décembre 2015. Donc comme je l'ai dit, il y a cette loi qui a été votée en 2011, et parallèlement, il y a tout un débat qui est né sur la question du code minier. Le code minier, c'est un texte qui est extrêmement ancien, qui date dans ses grandes lignes de 1810, donc l'époque napoléonienne, 1810, qui a été retravaillé à partir de 1956. Il y a d'autres lois qui sont venues l'agrémenter petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est un code qui est très éloigné des standards et de nos modes de réflexion actuels. Autre temps, autre mœurs, le code a été rédigé en 1810 et il obéit aux règles et à la pensée de l'époque. Pour vous dire un peu les postulats qui sont présentés dans ce code et qui sont aujourd'hui très largement discutables et même condamnés, dans ce code minier, l'exploitation minière, alors pétrole, gaz ou toute autre mine, est considérée a priori d'intérêt général. C'est-à-dire qu'on se dit que dans tous les cas, l'intérêt général veut que l'on aille creuser ce sous-sol, veut qu'on aille extraire ces ressources, veut qu'on aille les exploiter. Bien évidemment, cela crée d'énormes facilités pour les exploitants. À partir du moment où le code dit que c'est d'intérêt général d'aller exploiter ces ressources, c'est très simple après pour les exploitants, pour les industriels, de présenter des dossiers pour dire nous on souhaite faire ça sur notre territoire. Si c'est reconnu d'intérêt général à la base, c'est sûr que les procédures sont vraiment simplifiées.
il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'il y a une décorrélation complète entre la question minière et la question énergétique. On le voit, c'est des grands débats, à chaque réforme également, à chaque remaniement ministériel, on se pose la question de est-ce que le portefeuille de l'énergie restera en lien avec la question de l'écologie et de l'environnement. C'est quelque chose qui est indispensable parce que les liens sont tellement forts qu'on ne peut faire que comme ça. Dans le code minier, ces questions sont complètement décorrélées. On voit ça dans un souci d'extraction, d'exploitation minière de nos sous-sols, sans au moment se soucier de la question environnementale, écologique et donc énergétique. Alors on peut se dire qu'en 1810, forcément, on ne se posait pas ces questions-là parce que les connaissances scientifiques n'étaient pas aussi développées qu'aujourd'hui. Mais en tout cas, aujourd'hui, on est face à de telles priorités, de tels enjeux que ces postulats ne sont plus acceptables et doivent être revus. Voilà. Et puis il y a également, comme tu le disais, un des postulats importants qui est imposé dans ce code minier, c'est la prédominance de l'État central sur la question minière, c'est-à-dire qu'en France, le sous-sol est détenu par l'État, et donc seul l'État peut autoriser... Le particulier n'est pas propriétaire de son sous-sol. Pardon ? Le particulier n'est pas propriétaire de son sous-sol. Exactement, le particulier n'est pas, il est uniquement propriétaire de sa surface, mais pas du sous-sol. Donc les autorisations, enfin le fait d'aller extraire et d'aller exploiter ce sous-sol-là ne peut être décidé que par l'État. J'ai envie de dire que c'est déjà une certaine sécurité, ça évite ce qui se passe aux États-Unis où les industriels viennent sonner chez les agriculteurs, chez les particuliers en leur promettant $100 000 directement, et voilà, en leur faisant miroiter des sommes astronomiques pour les noyer et aller exploiter leur sous-sol. En France, c'est différent. Donc j'ai envie de dire que c'est déjà une sécurité, mais ce qui est quand même problématique, c'est que voilà, c'est uniquement l'État central qui fixe ces grandes prérogatives et à aucun moment il y a de la consultation et de l'information du public, des gens qui vivent sur les territoires, qui les font vivre. Donc c'est quand même une décision qui est souvent prise et bloquée par les grands corps d'État, le grand corps des mines, bien évidemment qu'on connaît bien, qui trustent toutes les décisions et qui fixent la politique énergétique de la France et donc également la politique minière. Voilà, en partant de ces postulats et de ces critiques-là, la nécessité de réformer ce code est rapidement apparue, notamment au regard de ce débat sur les gaz et huiles de schiste. Et donc, ce projet de réforme, a été lancé dans un premier temps par Nathalie Kosciusko-Morizet lorsqu'elle était ministre de l'Environnement, donc en 2011, donc vraiment au temps fort des mobilisations citoyennes. Et ça s'est un peu perdu le temps de la campagne présidentielle et ça a été relancé ensuite par Ayrault lorsqu'il était encore Premier ministre. Et donc il y a un groupe de travail qui a été nommé, qui a été présidé par M. Thuot, qui est un conseiller d'État, juriste, voilà, qui était censé animer ce groupe de travail, donc qui réunissait à la fois des représentants des collectivités territoriales, ce qui était intéressant, des représentants des associations, des ONG, les Amis de la Terre en faisaient partie, et également bien évidemment les lobbies pétroliers, gaziers et miniers. Voilà, donc ça a été de grandes discussions qui forcément n'étaient pas évidentes parce que chacun portait ses positions et était un peu arc-bouté. Mais il y a quand même des choses qui avancent et il y a un projet de code minier qui a été déposé, notamment au mois de décembre 2013, il me semble, voilà, et qui est pour l'instant en lettres mortes, qui est un peu perdu, qui a dû se perdre dans les tiroirs de Ségolène Royal. On n'a pas vraiment de calendrier pour la suite, on ignore un peu quand sera débattu ce code minier à l'Assemblée, et déjà s'il est débattu, s'il ne passe pas par voie d'ordonnance, tout simplement. Donc voilà, donc c'est vrai qu'il y a un énorme flou qui existe sur le calendrier. Si on regarde un peu ce qui est proposé dans ce projet de réforme du code minier, on voit qu'il y a encore des énormes manques. Sur la question de l'information et de la participation du public, il y a des efforts qui ont été faits, mais il y a encore des énormes manques. À aucun moment, on ne considère les citoyens, les associations, les élus locaux comme des gens, enfin, comme des personnes qui doivent être consultées sur ces dossiers-là. Donc il y a des semblants d'information, de processus d'information et de consultation du public qui sont menés et qui sont encore à des années-lumière des enjeux et du rôle que devrait prendre le citoyen dans ces enjeux de société. Il y a également des choses qui sont intéressantes, c'est que la possibilité de délivrer un permis minier ou une autorisation de travaux, cette autorisation est automatiquement délivrée si l'autorité administrative, donc l'État, ne répond pas à cette demande sous 3 mois. C'est-à-dire que si au moment où un industriel dépose une demande, si 3 mois après l'autorité administrative n'a pas eu le temps ou n'a pas encore répondu, le permis est de facto délivré. Donc c'est une simplification considérable
considérable pour les industriels et du coup ça cache, enfin ça bloque tout pouvoir de contrôle à la fois de l'administration et également des citoyens sur ces projets-là. Il y a également une chose qui est intéressante, c'est qu'on aurait pu s'attendre qu'avec le débat sur les gaz et huiles de schiste, il y ait une différenciation qui soit faite dans ce code entre les hydrocarbures conventionnels et le non conventionnel. C'est quand même des choses qui sont proches, mais qui posent qui requièrent des techniques différentes et qui ont des impacts et des conséquences également un peu différentes parce que c'est une question d'enjeu et d'ampleur. Dans ce projet de réforme, il n'y a aucune différenciation qui est faite entre les deux. Donc gaz et huile de schiste ou tout autre pétrole, gaz conventionnel ou tout autre permis minier, au final appartiennent à la même catégorie et à un même corpus de règles. Voilà. Dernière chose, c'est également un des gros problèmes de cette réforme, c'est que, un peu sur le modèle qui a été le nôtre sur la question du nucléaire, il y a une possibilité de débat ou de négociation qui souhaite être introduit dans cette réforme pour autoriser les collectivités locales, en gros, à négocier avec les industriels pour leur permettre d'aller exploiter le sous-sol sur leur territoire. C'est-à-dire, on se souvient, alors, moi je n'étais pas né à l'époque, mais en tout cas c'est ce qui s'est passé. Au moment de l'implantation et du développement du parc nucléaire en France, il y a tout un travail de sape et de lavage de cerveau qui a été fait à la fois auprès des populations locales et puis surtout des élus locaux pour leur dire ne vous inquiétez pas, vous allez avoir la centrale de nucléaire à côté de chez vous, vous allez avoir le centre de traitement de déchets à côté de chez vous, et à côté de ça vous allez avoir de superbes installations, vous allez avoir une bibliothèque municipale monstrueuse, vous allez avoir une piscine olympique, même si vous êtes 2000 des écoles, vous êtes 2000 habitants, mais c'est pas grave, une piscine olympique ça sera très bien dans votre village. Voilà, donc on tendait la carotte aux élus locaux pour leur dire ne vous inquiétez pas, on va vous faciliter les choses, on va vous offrir des choses et ça va être bien, vous serez également bien vu par votre électorat. Et des emplois. Et des emplois. On va y revenir après sur la question des emplois. Ça, c'est bien venir. Voilà, donc il y a exactement cette carotte-là qui est tendue sur la question des gaz et pétrole de schiste et qui est extrêmement présente. Et ce qui est regrettable, c'est que c'est même des demandes qui sont formulées par certains élus locaux pour être rétribués pour l'exploitation, enfin le développement de ces projets-là. Voilà, donc il y a un énorme débat qui est mené sur ce code minier. Si ça peut vous intéresser, il y a un très gros travail qui est fait par les collectifs citoyens qui luttent contre les projets de gaz et huile de schiste, notamment un collectif qui s'appelle Basta Gaz. Je vous invite à aller voir sur leur site internet. Ils ont créé une commission de travail sur la question du code minier. J'aurais souhaité qu'ils puissent intervenir aujourd'hui, mais ça leur faisait un peu loin pour faire le déplacement. Mais il y a tout un travail qui a été fait pour éplucher, pour décortiquer cette réforme du code minier et pour voir véritablement où il est biaisé, vers quoi il faudrait aller et quelles sont les propositions qui sont portées par ces citoyens. C'est extrêmement intéressant, c'est pas toujours très facile d'accès, mais en tout cas je vous le conseille. Voilà, pour finir, comme vous disiez, sur la question des gaz et huiles de schiste, il y a tout un tas de débats et d'idées qui sont avancées publiquement pour essayer de faire accepter ces exploitations par le grand public. Ces débats et ces idées sont portés principalement par les lobbies pétroliers et gaziers. Voilà, un grand coup de renfort média et de campagne de communication. C'est important et intéressant, à mon avis, de décortiquer et de voir un peu quelles sont ces fausses idées et ces fausses solutions qui nous sont proposées. Sur la question des emplois, bien évidemment, c'est vraiment le principal argument des tenants du développement de ces hydrocarbures, de l'exploitation de ces hydrocarbures. On nous promet des dizaines de milliers de créations d'emplois en France. Les chiffres sont simples quand on regarde la situation des États-Unis. Exactement. Sur les 8 ans, en gros, d'exploitation sur lesquels on a des retours d'expérience, il y a eu, comme je disais tout à l'heure, 500 000 forages puits qui ont été réalisés un peu partout sur le territoire pour 600 000 emplois créés. Donc on nous promet des dizaines d'emplois par puits, au final le résultat est là. Par puits, c'est 1,2 emploi qui est créé, et c'est des emplois qui sont pérennes sur la durée de vie du puits. Un puits de gaz et huile de schiste, au bout d'un moment, il s'appauvrit et au bout d'un moment, il ne produit plus. Donc il faut éteindre ce puits, aller forer ailleurs, etc. Mais en tout cas, on voit que ce n'est absolument pas des emplois pérennes et durables. Bien évidemment, si on remet ça dans le contexte français, déjà le territoire français est plus petit, donc on n'a pas ce potentiel de développement qu'ont les États-Unis. Il est aménagé différemment, avec des échelles différentes, donc ça ne se fera pas de la même manière. Et surtout, la question qu'il faut voir, c'est potentiellement ces emplois, même ces 1,2 emplois créés par puits et par fruit d'extraction de gaz et de pétrole de schiste. En parallèle, c'est combien d'emplois détruits. La France a la chance d'avoir un patrimoine agricole important. Alors on peut en revenir
Sur l'agriculture, il y a encore de gros efforts à faire, mais on pourra en rediscuter avec les amis de la conf quand ils seront là. On a une nécessité aujourd'hui de relocaliser nos productions et de revenir à une agriculture moins intensive en matière capitalistique et beaucoup plus durable en termes environnementaux et du coup avec une création d'emplois beaucoup plus importante. Et ces extractions de gaz et pétrole de schiste, la plupart du temps, doivent se faire parce que les réserves potentielles sont situées dans ces régions-là, dans des régions où le potentiel agricole et la force agricole est déjà très importante. Donc ce serait des emplois détruits dans le domaine de l'agriculture et également dans la question du tourisme. Imaginez l'Ardèche qui est l'un des départements phares et où il fait bon aller se balader l'été et même aux autres périodes. Imaginez le département de l'Ardèche ou la région de l'Ardèche martelé et coupé à droite à gauche par des routes pour acheminer les camions, pour aller apporter les produits et extraire et évacuer les gaz et pétrole de schiste par des forages, des dériques. Imaginez le territoire et donc le potentiel et donc les emplois qui sont détruits. On va rediscuter tout à l'heure sur la question de la relocalisation et des circuits courts. La solution, elle est plutôt sûrement là, c'est de revenir à une économie locale, relocalisée, avec un mieux-disant environnemental, écologique, un mieux-disant social, et également en termes d'animation et de vie du territoire. La question de la relocalisation des productions est bien évidemment beaucoup plus intéressante que ces forages d'hydrocarbures fossiles. La deuxième fausse idée, je l'ai dit tout à l'heure, c'est sur la question de gaz de schiste, gaz ou pétrole de schiste sont les énergies de la transition énergétique. On nous dit, oui, voilà, pour ne pas aller vers le charbon, il faut qu'on aille vers les gaz et huiles de schiste. Comme j'ai dit tout à l'heure, sur la question du changement climatique, l'urgence est tellement là, tellement présente, tellement importante qu'on n'en est plus à faire des arbitrages entre quel fossile, quel hydrocarbure. L'idée, c'est d'aller au-delà de ça et de changer nos sociétés, de passer dans cette du post-fossile. Une des autres idées qui est mise en avant, c'est les gaz et huiles de schiste et des énergies rentables. Quand on regarde un peu, une fois de plus, ce qui se passe aux États-Unis, on se rend compte que le rendement énergétique sur investissement des gaz et huiles de schiste est extrêmement faible. Par exemple, pour le pétrole de schiste, on parle c'est un rapport de 2 à 1, voire de 1 à 1, entre l'énergie qui est utilisée pour produire cette unité d'énergie et l'unité d'énergie qui sort au final. Donc en termes de rentabilité également, c'est extrêmement faible. Voilà. Et il y a également la dernière idée que l'on essaie de nous implanter bien profondément dans le cerveau, c'est que développement de gaz et huiles de schiste ne veut pas dire blocage des énergies renouvelables. Or, dans les faits, c'est totalement faux. Une fois de plus, sur ce qui se passe aux États-Unis, on s'est rendu compte que depuis que l'exploitation des gaz et huiles de schiste a commencé, on évalue entre moins 40 à moins 50% des investissements qui ont été faits en matière d'énergie renouvelable depuis. Donc, les gaz et huiles de schiste sont des freins à la transition énergétique, sont des freins à ce développement des énergies renouvelables. C'est un fait et on ne pourra pas... voilà, c'est un fait incontestable et donc une idée à combattre. Voilà, juste pour faire un petit crochet sur l'international, nous au niveau des Amis de la Terre, on suit bien évidemment ce qui se passe en France et également à l'étranger, puisque les gaz et huiles de schiste c'est un problème français, mais c'est surtout un problème mondial. Aujourd'hui, les entreprises sont présentes en France, mais sont présentes aussi, et leur appétit est grand pour aller développer ces exploitations à l'étranger. On a publié il y a quelques mois un rapport d'enquête sur la situation au Canada et en Argentine, tout à fait, où en gros on est parti sur le terrain, voir ce qui se passait là-bas, et voir quelles étaient les activités des multinationales là-bas, notamment Total, pour ces exploitations des gaz et huiles de schiste. On se rend compte que les problématiques sont les mêmes en termes d'impact de pollution locale, d'impact sur le changement climatique. Et il y a également toute la question des droits sociaux qui est beaucoup plus poignante là-bas, puisque si en France aujourd'hui on a quand même la chance de pouvoir, comme aujourd'hui, pouvoir débattre de ces questions-là, pouvoir quand même faire passer quelques idées. Les mobilisations de 2011 ont quand même abouti à cette loi qui, si elle est loin d'être parfaite, a quand même ralenti la cadence. En Argentine et dans d'autres pays, c'est beaucoup plus compliqué. Les populations sont tout simplement expulsées de leur territoire sans qu'elles aient été informées ou quoi que ce soit. On les chasse de chez eux pour aller exploiter ces ressources-là. Donc il y a toute une enquête qui est faite dans ce rapport. Il y a également un documentaire qui a été réalisé, ça peut vous intéresser, on pourra en rediscuter, tout à l'heure. Voilà. Juste pour dire, parce qu'on nous dit souvent que lutter contre les gaz et huiles de schiste en France, c'est au final protéger son jardin et son précaré, sur le fameux NIMBY, donc Not in my backyard, je veux pas de gaz de schiste dans mon jardin, si ça va chez les autres, ça me dérange pas.
Il faut savoir que tous les collectifs citoyens qui sont mobilisés sur ces questions-là, toutes les associations environnementales, voilà, le slogan il est là, c'est gaz et huile de schiste, ni ici ni ailleurs, ni aujourd'hui ni demain. Donc c'est pas un combat pour protéger notre petit territoire français, c'est vraiment un choix de société que l'on souhaite, vers lequel on souhaite s'orienter. Et voilà, c'est une lutte qui est française, qui est européenne, qui est internationale, et au final, les considérations des luttes contre les gaz et huiles de schiste en France sont les mêmes que ceux qui luttent contre l'exploitation pétrolière au Nigeria, que ceux qui luttent contre l'exploitation minière en tout genre un peu partout dans le monde. C'est des logiques que l'on refuse, et des choix de société que l'on refuse pour proposer une société plus sobre en énergie, plus économe, plus durable, et surtout plus humaine et plus solidaire. Voilà.